Bienvenue dans l'Africa Newsroom. En cette semaine spéciale Congo, le dossier du jour sera consacré à la lutte contre la déforestation et à la préservation des espaces protégés. Au sommaire également de cette émission, Rwanda se dirige-t-on vers un troisième mandat du président Paul Kagame, renforcement de la coopération entre le Gabon et le Maroc. Le secteur privé est véritable facteur de développement économique. Et puis nous verrons à la fin de cette émission que Djibouti investit en masse dans les énergies renouvelables. Et ils sont avec nous autour de ce plateau pour en parler. Notre invité et consultant bancaire, Maïs Moïsi. Monsieur Moïsi, bienvenue. Bonjour. Et nos éditorialistes, bien évidemment, Jemal Taleb. Jemal, merci d'être avec nous. Merci Amira et bonsoir à tout le monde. Et Jean-Marie Bitomo. Jean-Marie, bienvenue. Bonsoir Amira et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Au Rwanda, le président Paul Kagame a été élu en 2003 puis réélu en 2010. Son dernier mandat constitutionnel doit prendre fin dans 2 ans, mais ses partisans ont déposé des millions de pétitions au Parlement pour faire sauter le verrou de l'article 101 de la Constitution, l'article qui limite à 2 le mandat présidentiel. Le Parlement rwandais doit donc débattre d'une éventuelle réforme de la Constitution qui pourrait permettre au président Paul Kagame de se représenter en 2017. On fait le point avec ce reportage de notre correspondant au Rwanda, Oliva Jacotin. La polémique sur un probable troisième mandat du président Paul Kagame alimente les discussions au Rwanda. Les partisans du pouvoir ont déposé plus de 2 millions de pétitions favorables à la modification de la Constitution dans ce sens. Les parlementaires et sénateurs se pencheront sur la question de juin à août 2015. Certaines chancelleries occidentales comme les États-Unis sont peu inclines à un référendum qui pourrait ouvrir la voie à un troisième mandat à l'actuel président Paul Kagame. Un point de vue qui ne démotive pas la majorité présidentielle. Tout le monde est autorisé, si vous voulez, à rentrer dans le débat, à donner des points de vue, mais au final, ce sont les Rwandais qui vont décider. Le Parti démocratique vert du Rwanda a déposé la semaine dernière une requête à la Cour suprême pour exprimer son désaccord face à un troisième mandat au président Paul Kagame. Nous avons raison et même si nous sommes minoritaires, nous sommes sur la bonne voie. Vous voyez un peu partout comment les changements de constitution créent des troubles. C'est cela qui nous conforte dans notre combat. Et on doit tenir compte de tout cela au Rwanda également. En Afrique de l'Est, la Tanzanie reste un modèle dans le domaine de la succession pacifique à la magistrature suprême. Le président Paul Kagame, 57 ans, au pouvoir depuis avril 2000, ne s'est pas pour l'heure clairement exprimé sur l'idée d'un référendum. Alors Maïs, on a tout le contraire de ce qui se passe au Burundi ou alors au Burkina Faso ou même au Congo. C'est assez étonnant. Au Rwanda, manifestement, ce serait la population elle-même qui plaide pour un nouveau mandat du président et donc une modification de la Constitution. Si c'est la population qui plaide pour un nouveau mandat du président, alors qu'on modifie la Constitution par la voie du référendum. Tout simplement, qu'on consulte le peuple, qu'on demande aux gens dans une élection, la reine des élections s'appelle le référendum, et on demande s'ils souhaitent, oui ou non, que Paul Kagame continue de rester au pouvoir. Je voudrais, de façon générale, parler de ce qui relève de l'alternance en Afrique. Je suis personnellement contre les mandats à rallonge, parce que le développement appelle aussi l'alternance. Le développement d'un pays passe aussi par l'alternance, par des idées différentes, par des idées nouvelles. Il faut aussi que les gens qui sont au pouvoir sachent s'arrêter pour aller se renouveler dans l'opposition. Donc, il peut y avoir effectivement une aspiration du peuple pour 1 mandat, 2 mandats et peut-être 3 mandats. Simplement, il faut que le peuple soit consulté. Parce que ces constitutions qu'on modifie par les voies parlementaires, où on sait que le parti au pouvoir a généralement la majorité au Parlement, on peut douter que le peuple, d'une certaine façon, ait donné son assentiment. Et comment on peut le savoir autrement que par le référendum? Il faut qu'on aille au référendum et après on verra si les Rwandais sont vraiment favorables. Jemal, ça vous étonne cette pétition qui aurait été signée par 2 millions de Rwandais? Non, ça ne m'étonne pas et pour être très sincère avec vous, je n'en sais rien. Donc je n'ai pas tellement suivi, donc je ne sais pas quel est le contenu de cette pétition. Moi je rejoins ce que dit M. Moïsi. Je pense que le référendum est une bonne réponse à des situations comme celle-là. Ce débat, nous l'avons eu hier. Sur le Congo. Mais rassurez-vous,
Nous allons la voir dans les 2 prochaines années, parce que la question se pose et se posera davantage. L'argument qui consiste à dire que l'alternance est une chose bonne, je l'entends absolument et je le soutiens. Je pense aussi que l'ancrage de la démocratie appelle le renouvellement. Je pense que c'est une bonne chose. Mais encore une fois, on ne peut pas régler, parce que ça, ce n'est pas des problèmes juridiques, c'est des problèmes politiques. Et on ne peut pas régler les problèmes politiques par le droit. Je sais que les politiques ont toujours tendance, quand ils ont un blocage, quand ils ont une situation de difficulté, ils la règlent par le droit. Et donc, il faut éviter cela. Encore une fois, d'ailleurs, au demeurant, l'exigence demandée aux uns n'est pas toujours la même demandée aux autres. Le même débat est au Congo, c'est-à-dire que le président Sassou a demandé un référendum, mais ça passe dans l'indifférence absolue. C'est-à-dire qu'il y a un problème plus globalement qui dépasse encore une fois la personne du président Sassou, du président Kagame, du président Nkurunziza et de tous les autres qui sont concernés par des situations comme ça, mais qui vont encore venir dans les 2 prochaines années. C'est-à-dire qu'il y a un problème en Afrique de façon générale, c'est l'alternance. Il y a un problème, c'est de la transmission des pouvoirs. Et donc, pour régler tout cela, nous avons besoin donc d'un ancrage de la démocratie. Nous avons besoin d'une transparence des règles du jeu démocratique. Tant que nous n'aurons pas cela, des situations comme ça vont encore continuer. Alors Jean-Marie, pour parler du personnage du président Paul Kagame, il a l'air très apprécié par les Rwandais et même au-delà, il est salué pour ses avancées économiques, pour la stabilité qu'il a su ramener après le génocide. Par contre, il est quand même assez controversé quand il s'agit de la liberté d'expression. Je suis d'accord avec vous, Amira, sur ce point-là. Moi, je partirais du point de vue suivant. On a parlé du référendum que M. Moussi vient d'évoquer et de l'étaler, si vous voulez, dans tous ses méandres. Le problème, c'est quoi? Moi et Djemal, on en discute souvent sur ce plateau. L'Afrique ne doit pas obligatoirement appliquer les canons de la démocratie européenne. D'accord? Quand on regarde la démocratie africaine a une histoire. Cette démocratie-là part de quoi? Part de ce qu'on appelle, si vous voulez, l'arbre à palabres. C'est le principe de la démocratie africaine qui est contraire à la démocratie athénienne quelque part. Donc quand on nous pose les principes de démocratie sur la table, il faut se demander, notre environnement est-il prêt à accepter, si vous voulez, les canons des constitutions européennes qui sont imposées aux Africains. Donc à partir de là, il va falloir commencer à réfléchir sur la donne. Quelle est la problématique qui se pose? Aujourd'hui, le Rwanda, pourquoi est-ce que les Rwandais sont d'accord que Kagame se représente? Tout simplement pourquoi? Parce que la croissance économique, on en parle souvent sur ce plateau, la croissance économique bénéficie à l'ensemble de la population rwandaise aujourd'hui. Vous avez des avancées qui sont significatives. Donc aujourd'hui, sur les simples principes, je ne suis pas un partisan, si vous voulez, dogmatique de l'alternance, mais je tiens à souligner une chose, c'est que dès l'instant que vous avez un peuple qui consent, qui apprécie ce que son dirigeant, si vous voulez, impose comme dynamique, je ne vois pas pour quelle raison nous serons obligés d'appliquer obligatoirement les canons de la démocratie occidentale sur l'alternance. Donc à ce point de vue-là, au niveau économique, on voit ce que le Rwanda a fait, Amira. Le Rwanda est stabilisé aujourd'hui. Vous avez, c'est un des petits États en Afrique. On parle souvent de l'énergie ici, là. Le Rwanda, si vous voulez, le Rwanda a déroulé un programme énergétique pour pouvoir faire développer son pays. Vous avez la population qui se soigne comme dans des pays occidentaux. Donc à partir de là, un chef, c'est quoi? Un chef, il ne faut pas, c'est-à-dire réclamer l'alternance pour réclamer uniquement l'alternance. Pourtant, je suis contre, si vous voulez, sur le pouvoir à rallonge. Mais le cas de Kagame, pour moi, c'est un cas qui est un cas particulier. Le Gabon et le Maroc viennent de renforcer leurs liens de coopération à travers la signature ce lundi à Libreville, la capitale du Gabon, de 4 accords de coopération dans le secteur du développement humain, à savoir santé, économie et éducation. Les détails avec ce reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoum. Le Gabon et le Maroc ont signé lundi à Libreville 4 accords de coopération, notamment dans le secteur du développement humain, en présence du roi Mohamed VI et du président Ali Bongo Ondimba. Ces nouveaux accords intègrent des conventions relatives au centre d'hémodialyse et au centre pour enfants autistes. Ils permettent de renforcer la coopération sud-sud entre le Gabon et le royaume chérifien. Les premières concrétisations de l'accord de partenariat au niveau du Gabon ont porté d'une part sur la préparation de 2 conventions relatives à l'accompagnement pour la mise en place des centres de prise en charge et d'insertion des enfants autistes et trisomiques au niveau de 4 communes de notre pays, ainsi que l'accompagnement pour la mise en place des centres d'hémodialyse
également au niveau de 4 communes, à savoir la commune de Franceville, la commune de Mouila, la commune de Port-Gentil et la commune d'Oyem. Souciés d'unir leur savoir-faire dans plusieurs domaines susceptibles de booster la croissance locale et le développement humain, le Gabon et le Maroc veulent plus que jamais se tourner vers un plus juste partage de richesses conjugué à la stabilité et à la sécurité régionale. Ce projet sociétal par excellence a pour objectif de lutter contre la pauvreté, l'exclusion sociale, la précarité et l'enclavement des populations et des territoires. Elle se base sur une gouvernance décentralisée. 10e client et 3e fournisseur du Maroc, le Gabon entretient des relations politiques et des liens de fraternité avec le royaume chérifien depuis 1972. Les exportations marocaines vers le Gabon se sont élevées à 187,5 millions de dirhams en 2015, soit une progression de 12,61% par rapport à 2012. Jean-Marie, centre d'hémodialyse, centre pour autistes, pour trisomiques, ce partenariat dans le social, uniquement dans le social, c'est assez innovant. C'est assez innovant dans la mesure où vous savez que le Maroc a quand même une avance là-dessus pour tout ce qui est traitement sociétal de la population. Donc à partir de là, que vous ayez le Gabon qui veuille, comment dirais-je, s'atteler au Maroc pour que l'expertise marocaine puisse apporter ses compétences aux citoyens gabonais dans le social, je pense que c'est une donne qui peut avantager énormément le Gabon là-dessus. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est quand même une ancienne amitié. Parce que Bongo Père avec le papa d'M6 et tout, ils s'entendaient comme larron en foire. Donc à partir de là, il y a déjà, si vous voulez, une histoire, cette histoire-là qui fait référence et qui fait en sorte que la collaboration qu'il y a toujours eu entre les deux États est une collaboration qui est relativement franche. Parce que chaque fois que vous avez Bongo Père qui a eu des problèmes, il s'est retourné avec l'Occident, il s'est généralement retourné vers le Maghreb, le Maroc et la Libye du temps de Kadhafi. Donc je pense que c'est quelque chose qui continue, qui se poursuit dans le temps. Alors Maïs, plus de la moitié des investissements directs du Maroc à l'étranger ont concerné l'Afrique au cours de ces 5 dernières années pour un montant d'1,5 milliard d'euros. On sent le Maroc très concerné par l'Afrique subsaharienne, en tout cas ces dernières années, très offensif. Manifestement, le Maroc est à l'offensive, que ce soit au Gabon ou dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne. Permettez-moi quand même de m'arrêter quelques secondes sur le cas du Gabon et ça va me permettre de nuancer le propos de Jean-Marie Bitouma. Depuis 2013, le Gabon et le Maroc ont signé 40 accords de coopération. J'ai cherché, il n'y a pas d'équivalent avec un autre pays. 40 accords de coopération. La coopération sud-sud est toujours encouragée, c'est très bien. Simplement, lorsqu'on analyse la nature des échanges entre les deux pays, on se rend compte que le Maroc exporte vers le Gabon des produits manufacturés à forte valeur ajoutée, tout ce qui relève des équipements industriels, des véhicules industriels, des produits alimentaires. Et en contrepartie, le Gabon exporte vers le Maroc du bois. Donc, il y a un déséquilibre. Et ce déséquilibre se manifeste dans la balance... C'est pas un partenariat gagnant-gagnant, selon vous? Manifestement, aujourd'hui, la balance commerciale est excédentaire au profit du Maroc. Ça veut dire que si la coopération est à saluer, il y a des efforts à faire du côté gabonais, notamment sur la mise en place d'un tissu industriel qui permette d'échanger d'égal à égal avec les autres pays du continent. Et puis, lorsqu'on regarde finalement les 40 accords de coopération qui ont été signés, il y a des engagements qui ont été pris qui n'ont pas été tenus. Le Maroc s'était engagé, par exemple, vis-à-vis du Gabon, à soutenir le Gabon dans la création de la compagnie Air Gabon International. Avec la coopération de la Royal Air Maroc, ça n'a jamais été fait. De la même façon, le Maroc s'est engagé dans la construction d'une usine d'engrais à Port-Gentil. La société marocaine OCP, c'était l'objet d'un accord, ça n'a jamais été fait. Dans le logement, pareil, on a un programme de construction de logements porté par la société Travaux Généraux de Construction de Casablanca à Avorbam dans le nord de Libreville. Ça ne s'est jamais fait. Donc, il faut nuancer. On a tendance à présenter ces accords comme étant des effets d'annonce. Moi, je demande à voir. Les 4 centres d'hémodialyse, j'attends de les voir dans les endroits du Gabon où on a dit qu'ils doivent être situés. Parce que ça ne sert à rien de dire on va faire 4, 50 centres. Les populations attendent que ça soit fait et qu'elles puissent les utiliser. Nous verrons au moment de la matérialisation si un jour ça se matérialise. Gémal, dans quel secteur, dans quel domaine le Maroc peut s'avérer être un bon partenaire pour l'Afrique subsaharienne? Quand on regarde l'économie marocaine, on a tendance tout de suite à dire l'agriculture.
là où les Marocains sont généralement bons. L'idée d'exporter ce que le Maroc produit comme minerai n'a aucun sens, puisque le continent africain n'est pas un continent de manufacture, de transformation, donc des matières premières. Et donc là où c'est possible, c'est le cas. En tout état de cause, là où le Maroc est le plus fort, ce n'est même pas là. Là où l'économie marocaine exporte le plus, c'est le système bancaire. C'est le bâtiment, et c'est une forte valeur plus faible, donc les services. Et donc, il y a sans doute des efforts à faire. J'ai regardé les chiffres, il est important, 1,5 milliard, mais il reste toujours très faible. Deuxièmement, c'est étonnant que les échanges d'un pays comme le Gabon, mais c'est aussi valable pour la Côte d'Ivoire, ce sont les deux grands pays très amis avec le Maroc. Cela s'explique. Le président Ouattara a une amitié personnelle forte avec les autorités marocaines, et je crois qu'Ali Bongo et Mohamed VI sont des amis d'enfance. Cela, évidemment, crée des rapprochements. Mais toujours est-il, c'est que les échanges du Gabon avec les pays voisins est faible. Et donc, pour que le Gabon et pour que la zone d'Afrique centrale se développe, il faudrait que les échanges soient importants d'abord ici. Deuxièmement, c'est que quand vous avez des entreprises marocaines qui vont chercher du capital, de l'investissement, pardon, du marché dans ces pays-là, ça ne s'appelle pas tellement de l'investissement ni de la coopération. Tout le monde peut le faire. Les Chinois, dans ce cas, sont les premiers partenaires du continent. Ce dont on a besoin, c'est la prise de risque. C'est la participation dans l'économie, c'est l'investissement. Alors évidemment, les banques le font. Les banques marocaines le font. C'est-à-dire que les banques marocaines ont acheté les avoirs de deux grandes banques françaises, Crédit Agricole, BNP Paribas. Elles le font plutôt pas mal. Tijari Wafa a une activité bancaire africaine absolument remarquable, et on ne peut pas dire le contraire. Toujours est-il, c'est que cela ne suffit pas pour créer une vraie dynamique. Et de toute façon, le Maroc n'a pas les moyens économiques de faire cela. Le Maroc n'a pas un fonds d'investissement doté de centaines de milliards capable d'investir dans l'économie. Le Qatar pourrait le faire, les Émirats arabes, mais pas le Maroc. Cela dit, on ne peut pas non plus balayer d'un revers de main. Les efforts marocains sont bons et louables. C'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africaine. Nous en va tout de suite.